Et moi, je vous propose d'accueillir nos deux intervenants. Florence, Oui, bonjour. Florence Descoupes, donc tu as été recrutée à l'INRIA en 2007 après avoir soutenu une thèse sur la simulation des cheveux et conduit des études postdoctorales sur la simulation des fluides. Tu as fondé en 2017 l'équipe de recherche ELAN qui se positionne entre l'informatique graphique et la mécanique computationnelle. Et tes axes de recherche portent aujourd'hui sur la modélisation d'objets mécaniques complexes tels que les structures élancées. Tu nous en parleras, je pense les tiges, les plaques, les coques, et le contact frottant et la matière en grains, les matériaux granulaires et fibreux. Ton co-intervenant est David Loipre. David, tu as pour ta part soutenu Bonjour, une bonjour. thèse sur la gravité quantique à boucle avant de travailler pendant une quinzaine d'années en recherche et développement dans l'industrie des matériaux. Tu as rejoint l'industrie du jeu vidéo comme directeur scientifique d'Ubisoft en 2018 et tu es aussi l'auteur du blog et de la chaîne YouTube Science Étonnante. Tous les deux, vous allez nous parler de la physique dans les jeux vidéo et je vais vous laisser démarrer quand vous voulez. Voilà, est-ce que vous voyez bien les transparents? Pour ma part, très bien. Bon, voilà, bien bonjour à tous. Donc effectivement, dans cet exposé, on va vous proposer des regards croisés sur la physique dans les jeux vidéo avec David. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc je travaille dans un projet de modélisation numérique où mon objectif, c'est de concevoir des modèles en vue de, voilà, de produire des simulateurs physiques pour animer, déformer des objets qui peuvent être assez complexes, hein, donc des structures élancées, des fibres, des plaques et puis du contact frottant. Alors à l'origine, je viens du domaine du computer graphics, de l'informatique graphique, et j'y suis toujours, mais j'ai effectué quand même depuis quelques années une transition thématique vers la mécanique. En apparence, on peut avoir l'impression que c'est des domaines assez proches, mais au niveau communautaire, c'est des domaines quand même encore très très séparés. Et puis, donc c'est la même chose avec la physique, hein, qui reste quand même un domaine assez séparé de l'informatique graphique, hein. D'un côté, on a les informaticiens, si on veut, et puis d'un autre côté, on a les mécaniciens et encore d'un autre côté, les physiciens. Donc l'objectif de l'équipe que j'ai créée, qui s'appelle Élan, en fait, on prononce à la française, c'est justement d'essayer de rapprocher un peu ces communautés, de se placer à l'interface, voilà, en disant qu'en fait, la modélisation pour l'image, ça peut être, c'est pas forcément incompatible avec une modélisation prédictive, hein, qui va permettre voilà, de prédire en fait quantitativement ce qui va se passer sur des structures déformables. Et en plus, bah, voilà, ces modèles numériques peuvent aussi être très très utiles à la conception de nouveaux modèles physiques pour des phénomènes qu'on a du mal à appréhender. La simulation numérique, c'est un outil qui ne sert pas uniquement à la validation, mais qui peut aussi servir à l'investigation de nouveaux modèles. Voilà, et on a aussi donc créé en 2019 avec Basile Odoli, donc qui est physicien à l'École Polytechnique, un nouveau workshop international graphiste qui a justement pour objectif de rapprocher la communauté graphique de la communauté physicienne, donc un petit peu dans le même esprit que ce colloque jeux vidéo, voilà, de pouvoir justement tirer le meilleur parti des atouts de ces différentes communautés qui ont énormément à partager, même si elles restent encore éloignées aujourd'hui. Voilà, alors plus concrètement, mes thématiques de recherche portent donc sur la modélisation de structures élastiques et lancées, les tiges, les plaques, les coques et le contact frottant. Ici, vous avez un exemple de simulation de cheveux réalisé il y a 10 ans avec Gilles Davier. Mais en fait, l'algorithme qu'on a mis au point, à l'époque, c'était le premier qui a intégré du frottement de Coulomb dans les chevelures. Et en fait, aujourd'hui, il est encore utilisé par nos concurrents. Il a aussi été beaucoup utilisé dans la production de films effets spéciaux. Plus récemment, on s'est intéressé à la modélisation de vêtements et l'intégration aussi du contact frottant dans ce genre de système. J'en parlerai un petit peu plus après. Voilà, avec un objectif de réalisme visuel, puisque voilà, le contact frottant avec le modèle de Coulomb, un modèle à seuil, ça permet de restituer des effets visuels qu'on ne pourrait pas obtenir avec, par exemple, un frottement visqueux. Alors évidemment, c'est plus coûteux, mais visuellement, ça apporte des détails qu'on ne pourrait pas avoir avec un modèle plus simple.
Nous avons aussi effectué des travaux donc avec toujours Gilles Davier sur la modélisation de granulaire. Alors cette fois-ci avec en fait une modélisation continue du matériau. Donc si vous voulez, le matériau c'est un petit peu comme un fluide, mais qui a une rhéologie, une loi d'écoulement particulière puisque c'est une loi à seuil. Hein, le matériau est capable de s'écouler, mais au-delà d'un certain seuil, il ne s'écoule plus, il plastifie. Et du coup, on arrive à avoir ce comportement où on mêle en fait une espèce de phase liquide à une phase plastique. Ici, il y a aussi une phase gazeuse. Et l'originalité de nos travaux, c'était d'intégrer ces équations, donc de Drucker-Prager, de façon non régulière, donc en respectant le seuil parfaitement, sans le régulariser. Alors, évidemment, tous les travaux qu'on a menés n'ont pas été dans un objectif de temps réel. Ce qui a vraiment compté, c'était plutôt de pousser le réalisme. Mais ce que j'essaierai de vous expliquer dans la suite, c'est que c'est pas forcément, en fait, nos méthodes sont pas forcément incompatibles avec une approche temps réel. Et je vous montrerai par la suite quelques techniques qui nous ont permis d'accélérer nos temps de calcul. Alors même si aujourd'hui on ne fait pas du temps réel, ces techniques pourraient quand même être mises en œuvre pour à terme pouvoir avoir des simulations plus dégradées, certes, mais qui seraient temps réel. Avant de parler de ça, je voudrais quand même dire 2 mots sur le fait que la simulation physique, en fait, même si aujourd'hui elle reste assez modeste dans les jeux vidéo, elle a connu et elle connaît un succès très très important dans les films. Donc il ne vous a pas échappé que depuis quelques décennies, en fait, la physique est vraiment entrée dans la conception des films d'animation, hein, que ce soit pour simuler des objets de type vêtements ou cheveux ou océans. Et au fil des années, en fait, ces simulateurs se sont vraiment perfectionnés. Puisqu'aujourd'hui, on arrive à simuler voilà, des chevelures bouclées assez complexes et puis des vêtements multicouches, comme les 2 exemples que vous avez ici. En parallèle, l'industrie du film, en fait, pousse toujours vers une recherche du réalisme visuel extrême, et ça, c'est d'autant plus vrai dans les films à effets spéciaux, où on va incruster en fait des scènes virtuelles au milieu de scènes réelles. Ici, par exemple, vous avez une partie du bateau qui est réelle, mais qui est incrustée dans un océan virtuel. Ici, vous avez un personnage virtuel qui est mélangé à une scène réelle. Et évidemment, pour que la magie opère, il faut pas qu'en fait qu'on perçoive la différence entre le virtuel et le réel, d'où la recherche d'un réalisme très, très, très important. Donc, je vais insister un petit peu plus sur cet exemple parce qu'en fait, je trouve que c'est un bel exemple de simulation de cheveux, assez impressionnant. Et puis, en fait, cet exemple a été réalisé grâce donc à 3 personnes de Weta Digital, dont un de mes anciens étudiants. Euh, donc, on est assez fiers de ça. Donc, vous allez voir ici la simulation de cheveux qui est couplée en fait, à la simulation du fluide environnant. Et ça donne des résultats quand même assez spectaculaires. Voilà, pardon, je ne sais pas si vous avez vu la fin. Hop. Tac. Voilà, et donc les 3 personnes qui ont travaillé à ce logiciel chez Weta Digital viennent de recevoir un Oscar en fait technique et scientifique cette année. Et en fait, cette année, il y a eu 5 Oscars délivrés pour des simulateurs de chevelure dans les films. Donc voilà, tout ça pour dire que la simulation physique, c'est quelque chose qui a été vraiment intégré, qui fait partie maintenant de la conception des films et qui connaît vraiment beaucoup de succès. Alors la question c'est voilà, pourquoi est-ce que ce succès n'est pas encore aussi flagrant dans les jeux vidéo? Donc pour vous expliquer cela, je vais passer la parole à David. Merci Florence. Donc pour commencer, je voulais me présenter un petit peu Raphaël Lafay, mais vous allez voir que ça a une petite incidence sur ce que je vais vous raconter. Donc moi, à la base, je suis physicien. J'ai fait une thèse en physique fondamentale sur ce qui s'appelle la gravité quantique, donc l'unification de la mécanique quantique et de la relativité générale. Et puis j'ai quitté le monde académique et j'ai fait de la R&D dans l'industrie des matériaux.
principalement des questions de thermique, de mécanique des matériaux, de physico-chimie, plutôt appliquées aux matériaux du bâtiment et de l'automobile. Vous avez des petits exemples ici, pas de choses que j'ai faites moi, mais bon, juste pour vous donner un petit peu une idée, voilà, l'isolation des matériaux pour isoler les bâtiments, la mécanique des pare-brises, ce genre de choses. Et puis de façon un peu inattendue, en fait en 2018, j'ai croisé la route du directeur créatif d'Ubisoft qui m'a expliqué pourquoi à son avis la science devait jouer un rôle plus important dans la conception des jeux vidéo. Et donc je suis arrivé chez Ubisoft en 2018 comme directeur scientifique. Et l'idée c'était de travailler à comment est-ce qu'on pouvait mettre plus de science pas seulement pour le côté réaliste, mais aussi pour le côté design. Et en fait, alors quand je suis arrivé dans le monde du jeu vidéo, je n'y connaissais pas grand-chose. Moi, j'avais arrêté de jouer il y a 20 ans. Donc je redécouvrais en fait complètement cet univers-là. Et une chose qui m'a surpris, c'est que quand je suis arrivé dans le jeu vidéo et que je discutais avec des gens de l'industrie, j'entendais parler de la physique dans les jeux vidéo. Les gens me disaient, ah oui, enfin, me parlaient de la physique, de la façon dont elle était faite dans le jeu. Et donc j'étais assez en fait étonné et épaté parce que je me disais, ah ouais, en fait, on simule déjà la physique dans les jeux vidéo. Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce que les gens du jeu vidéo appelaient la physique, c'était pas exactement ce que moi j'appelais la physique. Alors Florence, si tu passes à la diapo suivante, en fait, ce que les gens appellent la physique dans les jeux vidéo, la plupart du temps, en fait, ils sous-entendent la physique newtonienne. Donc c'est vraiment la gravité, la mécanique newtonienne, les collisions. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, c'est des choses qui se simulent très bien, hein. J'ai remis les équations différentielles qu'on utilise pour ce genre de choses. Donc, on sait très bien intégrer ces équations-là pour calculer le mouvement et puis la rotation d'objets. Alors, je vous ai mis en guise de petit exemple ici une vidéo qui, en fait, alors j'ai fait une petite erreur, c'est donc une vidéo de Half-Life 2, c'était la démo technique qui a été faite à l'E3 en 2003. Alors moi, j'étais pas là à l'époque, enfin, je m'intéressais pas du tout à cet univers-là, mais c'est une démo qui avait fait assez sensation, parce que c'était une des premières démos où on voyait le potentiel d'intégrer la physique newtonienne dans les jeux. Alors Florence, si tu lances la petite vidéo. Voilà. Et donc c'était une démo technique de ce qui allait devenir plus tard Half-Life 2, et donc en fait où le joueur pouvait interagir de façon très libre avec l'environnement et où les objets bougeaient selon les lois de Newton, donc soumis à la gravité, des collisions, des choses comme ça. Il y avait un peu de flottaison aussi, et ça va permettre de faire des choses qui sont très très émergentes, puisque suivant la façon dont le joueur va interagir avec les objets, en fait on joue pas une animation prédéfinie comme on jouerait une animation prédéfinie quand Mario saute, mais là ça va vraiment répondre à l'environnement, aux actions du joueur, et donc ça donne énormément de possibilités de gameplay et de possibilités d'émergence, parce que en fait ce qui va se passer n'a pas été forcément prévu à l'avance. Et donc ça a été une rupture dans la façon de faire le gameplay de ce genre de jeu, et ça a été finalement plus ou moins utilisé depuis cette époque-là. Donc Half-Life 2 était un bel exemple. Si on prend un exemple beaucoup plus récent ou qui le montrait aussi très très bien, on peut penser à Zelda Breath of the Wild pour ceux qui ont joué, où là, pareil, le mouvement et la physique newtonienne des objets jouent un grand rôle et donnent énormément de possibilités d'émergence et de possibilités de créer des choses que les designers n'avaient pas forcément anticipées. Alors, si tu passes à la diapo suivante, Florence. Merci. Alors, en fait, vous comprenez un peu mon trouble quand je suis arrivé dans l'industrie du jeu vidéo. On me parlait de la physique, et en fait, en creusant, j'ai compris que ce que les gens dans le jeu vidéo appelaient la physique, c'était en fait la physique newtonienne, c'est-à-dire vraiment une toute petite partie de ce que moi j'appelais la physique de par mon background. Et là, je vous ai mis tout un tas d'exemples de voilà ce que c'est pour moi la physique au sens large, hein. C'est l'optique, c'est la mécanique des fluides, la thermique, l'électromagnétisme, la thermodynamique, la mécanique des matériaux, la géophysique, la physico-chimie. Alors, je me suis même permis d'inclure la chimie dans la physique. J'espère que les chimistes vont pas trop m'en vouloir. Mais toutes ces choses-là, en fait, sont quasi absentes aujourd'hui du jeu vidéo. Et en fait, on se rend compte qu'il y a probablement des possibilités qui sont assez importantes parce que tous ces domaines-là sont peu ou pas exploités dans le gameplay des jeux vidéo, et donc il y aurait une opportunité de faire avec
tous ces champs de la physique qui sont extrêmement intéressants, un peu la même chose que ce qu'on avait imaginé faire avec la physique, enfin ce qui a été fait avec la physique newtonienne. Alors c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. On a vu que dans le cas de la physique newtonienne, en fait, on se basait sur des équations différentielles qu'on sait intégrer, donc simuler au cours du temps ce qui se passe pour le mouvement, la rotation des objets, etc. Il se trouve que pour tout un tas de ces domaines de la physique, en fait, on sait faire le même genre d'approche. C'est quelque chose qui est assez commun d'un point de vue des études scientifiques et aussi en point de vue plus technique en ingénierie. Alors, sur la diapo suivante, Florence, je vous ai mis un petit exemple qui est un petit clin d'œil à un exposé qu'on a eu l'an dernier. Je vous ai mis un petit exemple de mécanique des fluides. Donc évidemment, on sait faire des approches numériques en mécanique des fluides. Donc là, je vous ai mis, c'est les équations de Navier-Stokes incompressibles. Donc vous savez peut-être que c'est des équations qui sont assez compliquées à résoudre. Et donc, mais il existe des codes numériques qui permettent de faire ce genre de choses. Donc je vous disais un petit clin d'œil à un exposé qu'on a eu l'an dernier, puisqu'on a vu un exposé sur la mécanique des fluides par Stéphane Popinet et Christophe Josserand. Et voilà, c'est un petit exemple extrait du solver qui s'appelle GERIS. Donc on voit un exemple de simulation des flux d'air autour d'un bateau. Et donc on voit qu'en discrétisant l'espace d'une certaine façon, on peut résoudre les équations de Navier-Stokes et calculer les propriétés d'un écoulement. Donc voilà, ça c'est un exemple de mécanique des fluides, mais il en existe évidemment des tas d'autres. Et c'est évidemment des choses qu'on retrouve en thermique, en mécanique, en physico-chimie, etc. Il existe tout un tas de domaines de la science où on fait des simulations numériques. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça dans le jeu vidéo? En fait, on a deux problèmes principalement, qui sont d'ailleurs assez reliés, qui sont le temps de calcul et la stabilité. Quand on fait des simulations numériques de physique newtonienne, on n'a pas trop de problèmes de stabilité, parfois sur les collisions, mais c'est des choses qu'on sait résoudre aujourd'hui. Si on essaie de simuler un peu naïvement les équations de Navier-Stokes, on va très vite se retrouver avec des problèmes de stabilité, c'est-à-dire que on peut avoir la simulation va se mettre à diverger. Évidemment, on n'a pas envie d'avoir des vitesses infinies dans un jeu vidéo. Et l'autre problème qui est lié, c'est celui du temps de calcul. En général, pour améliorer les propriétés de stabilité, on diminue le pas du temps de calcul. Et le problème, c'est que la différence entre le jeu vidéo et par exemple ce qu'on a pu voir dans le cas des effets spéciaux du film d'animation, c'est que les temps de calcul sont très limités. On fait des jeux qui ont l'ambition de tourner à 30 voire 60 images par seconde. Donc ça veut dire qu'on a 1/60e de seconde pour faire le calcul de ce qui va se passer à la frame suivante. Et quand je dis 1/60e de seconde, évidemment, j'exagère énormément, puisque dans le jeu vidéo, en fait, il y a une notion de budget temps, c'est-à-dire que, oui, la frame dure 1/60e de seconde, mais la partie qui va être allouée à la physique va être qu'une petite partie de ce 60e de seconde. Donc, on a cette question de comment est-ce qu'on rend les temps de calcul compatibles avec l'interactivité et le temps réel dont on a besoin dans les jeux vidéo. Et donc, ça explique évidemment pourquoi on ne peut pas naïvement utiliser des approches de ce type-là dans le jeu vidéo. Voilà, maintenant je vais rendre la main à Florence. Voilà, alors malgré toutes ces difficultés, en fait, avec David, on a identifié plusieurs atouts en fait, cachés de la physique qui nous semblent vraiment importants pour développer les jeux. La première chose, c'est que la modélisation physique, par principe, c'est la simplification de la réalité. Et un bon modèle physique est fait pour garder uniquement ce qui est nécessaire, ni plus ni moins. Donc c'est une façon d'élaguer en fait ce qui est inutile. Donc voilà, c'est la philosophie tout à fait intéressante pour simplifier en fait les calculs au maximum. Donc là, vous avez un exemple de modèle de fibre qu'on avait développé pendant ma thèse avec Basile Odoli, qui est un modèle vraiment minimaliste. Ce que je vous montre, là, ça tourne vraiment en temps réel, l'utilisateur peut interagir avec. Ce qu'on voulait, c'était un modèle qui puisse avoir de la flexion, de la torsion, de la courbure naturelle. D'accord? Et en fait, un modèle minimal pour faire ça, c'est un modèle qui est paramétré en courbure, où vous avez donc aucun autre mode de déformation autre que la flexion et la torsion, uniquement de la déformation en flexion, en torsion, pas d'extension, donc aucun degré de liberté en position, typiquement. Et là, on doit avoir à peu près 5 éléments
chaque élément est constitué d'une courbure qui reste spatialement constante. Et voilà, donc on a uniquement une dizaine de degrés de liberté, en fait, puisqu'on a des courbures et des torsions. Donc, ce qui fait que la simulation est à la fois riche et très rapide. Alors, évidemment, si maintenant on compose une chevelure en assemblant quelques milliers de ces éléments-là, on ne va plus être temps réel, mais néanmoins, voilà, chacun des éléments ici était très rapide à calculer. Et comme le disait tout à l'heure David, ce qui est important ici, c'est aussi d'avoir des simulations qui ne soient pas uniquement rapides, mais aussi stables. La stabilité découle directement du fait que nos tiges là sont calculées de façon implicite. Et ça, en fait, c'est une très bonne propriété qu'on a grâce au fait que en fait, le seul terme qui est raide est le terme des forces de flexion. Et en fait, ce terme-là, comme il est linéaire en courbure, on peut l'intégrer de manière implicite sans coût supplémentaire. Donc ça, c'est une partie très intéressante du modèle. On a à la fois un modèle riche, rapide et stable. Alors, la question, c'est justement de se dire, est-ce que maintenant, voilà, on est capable de faire de la simulation très rapide pour des tiges individuelles, mais ça reste quand même des simulations assez élémentaires. Est-ce qu'on est capable, pour des simulations plus complètes, soit de chevelure, soit de vêtements, soit de fluides, voilà, d'arriver à accéder au temps réel pour ces phénomènes qui sont quand même plus intégrés, plus complexes? Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la suite sur les fibres et les vêtements, et puis David vous parlera de fluides. Alors il y a plusieurs stratégies pour cela. Comment réduire le coût? Donc une première étude que j'avais effectuée il y a une dizaine d'années, ça consistait à voir comment est-ce qu'on peut réduire déjà la complexité algorithmique du modèle de tige que je vous ai présenté. Le modèle de tige que je vous ai présenté a ses avantages de stabilité et d'efficacité en temps de calcul, mais l'efficacité, en fait, on l'a pourvu que le nombre d'éléments soit pas trop grand, puisqu'en fait, la complexité algorithmique est en n cube, n étant le nombre d'éléments. Donc, si vous avez un nombre très important d'éléments, à l'époque, je sais qu'au bout de 20 éléments, ça passait plus le temps réel. Voilà, vous avez des coûts importants. Donc maintenant, si vous voulez simuler une tige très très longue, voilà, vous allez avoir des problèmes de coûts. Donc mon étude avait porté sur le fait d'essayer en fait, sans perdre la physique, d'essayer de concevoir un algorithme équivalent, mais en complexité, équivalent sur le point de vue de la physique, mais de complexité linéaire. Et ça a été possible grâce à ce qu'on appelle l'algorithme de Featherstone, qui est un algorithme qui est très utilisé en robotique, qui permet justement pour les chaînes cinématiques, donc les chaînes d'objets rigides, de passer d'une complexité cubique à une complexité linéaire. Et grâce à cet algorithme, voilà, j'ai pu simuler des chaînes assez longues d'une trentaine d'éléments complètement en temps réel. Ici, vous allez voir la comparaison en termes de coût de calcul entre, donc en haut, la méthode en cubique et en bas, la méthode récursive linéaire. Vous voyez que le FPS, le nombre d'images par seconde en haut baisse vraiment très rapidement, alors qu'en bas, il baisse de façon modérée. On est encore en temps réel à 20, 30, 50 éléments. Grâce à ce genre d'algorithme, du coup, vous pouvez simuler des tiges assez longues en temps réel. Donc là, vous avez un exemple d'un utilisateur qui va essayer de former un nœud avec une tige assez longue, de façon interactive. Voilà. Un autre avantage de la technique, c'est qu'elle permet aussi de gérer des arborescences de tiges de façon très simple, en fait, simplement en changeant les conditions au bord du modèle. Donc là, vous allez avoir un premier exemple très simple d'un petit palmier qui est juste constitué de juste 8 éléments de tige, en fait, juste un pour le tronc et 7 pour les branches. Vous voyez quand même que la physique est assez riche, hein, avec il y a très peu d'éléments, mais finalement, on a quand même accès à une physique assez intéressante et complètement temps réel. Alors évidemment, on peut complexifier les éléments, enfin les phénomènes qu'on simule. Donc ici, on a l'exemple d'un arbre un petit peu plus complexe
qui lui doit avoir, je ne sais plus, une petite centaine d'éléments, de tiges. Et encore une fois, voilà, vous pouvez de façon interactive manipuler l'arbre. Alors là, c'est plus exactement en temps réel, mais ça reste quand même, ça restait interactif. Et là, c'est une méthode qui date d'il y a 12 ans. Donc voilà. Donc juste par le jeu de l'algorithmique, on arrive à réduire le coût des simulations sans toucher à la physique. Donc ça, c'est une chose importante que je voulais mentionner. Un autre exemple auquel on a été confronté récemment, c'est lorsqu'on a voulu intégrer du contact frottant avec frottement de Coulomb dans les vêtements. Alors, on est parti de l'algorithme qu'on avait mis au point pour les cheveux, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un algorithme qui se base sur la formulation des contraintes de Coulomb sous la forme justement de contraintes qu'on va intégrer ensuite de manière implicite. Donc là, je vous ai mis un peu la tête des équations qu'on a une fois qu'on a discrétisé le système. On se retrouve avec un système donc, qui relie de façon linéaire U, donc les vitesses en chaque point de contact, aux forces R en chaque point de contact. Et l'opérateur ici qui lie les vitesses aux forces est ce qu'on appelle l'opérateur de Delassue. C'est un opérateur en fait qui dépend de l'inverse de la matrice de masse de votre système complet. D'accord? Et vous avez la vitesse et la force en chaque point de contact qui sont liés par la loi de Coulomb, que je ne détaille pas ici, mais qui est une loi un petit peu compliquée avec la complémentarité, etc. Bon, ce qui est important ici, c'est de remarquer que ici, donc, on doit calculer cet opérateur qui dépend de l'inverse de la matrice de masse. La matrice de masse, dans le cas des cheveux, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être une grosse matrice diagonale par bloc, avec chaque bloc de la diagonale qui contient en fait la matrice de masse de chacune des fibres. D'accord? Quand je dis la matrice de masse, c'est une matrice de masse discrète qui contient donc tout ce qui a été implicité. Donc typiquement, ça peut être les termes aussi de flexion, etc. Donc pour les fibres, cet opérateur finalement n'est pas très coûteux parce que son inverse, il faut inverser quelque chose qui est diagonal par bloc, c'est pas très gênant. Maintenant, pour les vêtements, c'est assez différent puisqu'en fait, pour un vêtement, vous allez avoir plus ou moins tous les nœuds qui vont être un peu interconnectés. Vous aurez ici en fait un opérateur, enfin une matrice de masse qui ne va plus être diagonale par bloc, elle va être creuse par bloc. Du coup, son inverse va être beaucoup plus coûteux à calculer et assembler cette matrice va être finalement très très coûteux. Donc si vous transposez directement cet algorithme-là au problème de contract frottant dans les vêtements, vous allez avoir un algorithme extrêmement lent qui va prendre plusieurs heures de calcul par frame, typiquement, ou même par 30-40 minutes par pas de temps. Donc ce qu'on a remarqué, par contre, c'est que le système des vêtements, c'est un système nodal, c'est-à-dire que les degrés de liberté en fait, du système, ce sont les nœuds du maillage. Et on peut en fait inverser cette relation-là en exprimant maintenant les vitesses, les forces en fonction des vitesses. Donc ça, on a pu faire cette inversion-là parce qu'on a une relation simple entre les vitesses au point de contact et les vitesses du maillage, qui sont en fait exactement les mêmes, ce qui n'était pas le cas pour les fibres. Typiquement, on avait des modèles en courbure. Et du coup, on peut inverser cette relation-là. Et vous voyez qu'ici, l'opérateur, donc W tilde, est maintenant un opérateur qui ne fait plus intervenir l'inverse de la masse. Il fait intervenir la matrice de masse directement. Donc, il va être beaucoup plus rapide à calculer. Alors, il y a une petite subtilité ici, dont je ne vais pas trop parler, mais on a une loi de contact frottant qui relie la vitesse et la force. Cette loi-là n'est pas inversible, puisque la vitesse et la force ne jouent pas le même rôle dans la loi de Coulomb. Néanmoins, on peut formuler une loi inverse, de frottant de Coulomb, qui fait qu'au final, on a exactement la même physique à droite qu'à gauche. La seule différence, c'est que voilà, on n'a plus qu'à calculer un opérateur qui dépend uniquement de la masse. Donc, quelque chose qui va nous faire gagner énormément de temps de calcul. Alors, la petite quand même particularité, c'est que cet algorithme ne va fonctionner que si on a des contacts qui se produisent au nœud du maillage. Donc, ça peut être un peu restrictif si on veut avoir des contacts qui se produisent par exemple au milieu d'une arête ou d'une face. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a couplé en fait cet algorithme avec un algorithme adaptatif de simulation de vêtements, ce qui fait qu'à chaque fois qu'en fait vous avez un contact qui se produit, on crée un nœud à cet endroit-là et on applique cet algorithme.
Donc voilà une illustration de cet algorithme. À gauche, vous avez le maillage que vous allez voir se raffiner automatiquement en fonction de la courbure du vêtement, mais aussi en fonction de l'apparition de points de contact nouveaux. Et à droite, vous avez le rendu final. Donc ça, c'est le fruit d'une collaboration avec le groupe de Raoul Narain, qui lui avait travaillé sur la simulation de vêtements adaptatifs dans le passé, et on a donc couplé son expertise avec notre expertise en contact frottant avec cet algorithme donc rapide pour le calcul du contact et du frottement de Coulomb en les nœuds d'un maillage, dont je vous ai parlé juste à l'instant. Voilà, donc vous devez voir que près des zones de contact, il y a beaucoup plus de raffinement du maillage. Et en chacun de ces nœuds, on résout de façon disons exacte le problème de contact frottant avec frottement de Coulomb, géré par contrainte. Ici, vous avez des simulations qui montrent la différence que lorsqu'on fait varier le coefficient de frottement. En haut à gauche, on a beaucoup moins de frottement qu'en bas à droite. On voit qu'il y a un effet visuel qui en résulte. Là, c'est un autre exemple de vêtement, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On voit à gauche donc le maillage qui se raffine. Et à droite, le rendu final. Donc ça, c'est des simulations qui prennent quelques minutes par frame. Donc c'est loin du temps réel, hein, on est d'accord. Mais encore une fois, par rapport à la méthode, disons, standard, on a quand même économisé beaucoup de temps de calcul. Donc là, à gauche, on a une simulation sans frottement, et à droite, avec du frottement. Donc là, le coefficient de frottement joue vraiment un rôle important, ce qui n'était pas forcément le cas dans les simulations de vêtements précédentes. On n'avait pas ce degré de liberté qu'on pouvait ajuster pour générer des effets visuels différents. Voilà, alors ça, c'était des techniques, disons, pour pouvoir accélérer sans perdre sur la physique. Alors évidemment, il y a aussi moyen de dégrader la physique pour pouvoir accélérer les choses. C'est ce qu'on a fait récemment dans un travail avec Michael Lee, Jean Jouve et Laurence Boissieu. Alors là, l'idée, c'est qu'on s'est dit, au lieu de coupler finalement, au lieu de résoudre à chaque pas de temps un système complètement couplé, on peut essayer de paralyser en fait les calculs, de mettre à jour les forces de contact en chaque nœud du maillage de façon indépendante. Et puis, en fait, une fois qu'on a fait ces mises à jour de façon indépendante, on a un système linéaire qui couple un peu tout et qui permet, voilà, disons, d'en mettre la physique un peu correcte à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en fonction du nombre d'itérations qu'on choisit de faire, on va plus ou moins réaliser ce couplage de façon réaliste ou non. Et donc, on peut ajuster un petit peu un curseur au niveau de, voilà, disons, du coût qu'on est prêt à mettre pour pousser le réalisme. Donc là, vous avez un exemple en fait de 4 rubans qui ont justement un nombre d'itérations variable. À gauche, vous n'avez pas beaucoup d'itérations, à droite, en violet, vous en avez plus. On ne voit pas beaucoup de différence sur la physique pour cet exemple-là, mais vous allez le voir un petit peu plus dans la suite. Là, c'est pour un coefficient de frottement beaucoup plus important. Donc là encore, on ne voit pas beaucoup de différence, hein. Donc on a, pour un coût très différent entre la gauche et la droite, on a un même résultat visuel. Dans la simulation suivante, on va avoir un carré de tissu qui tombe sur une sphère qui tourne. Et là, vous allez voir voilà, derrière, à gauche, vous voyez qu'en mettant pas assez d'itérations, on a vraiment des artefacts visuels. Vous voyez qu'on n'a pas forcément le même comportement des vêtements en fonction de l'itération. Donc la physique est clairement pas restituée de la même façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur peut régler le niveau de réalisme qu'il souhaite en fonction du budget de temps de calcul dont il dispose. Alors, ce qui est intéressant, c'est avec cette technique, en fait, pour des résultats quand même visuels comparables, on arrivait à accélérer énormément les temps de calcul par rapport donc au simulateur dont je vous ai parlé dans la première partie. Ici, vous avez un exemple en fait maintenant d'un empilement de 3 carrés de tissu qu'on va mettre sous la sphère. Donc ça, c'est la simulation faite par le simulateur Argus dont je vous ai parlé dans la première partie.
Bon, voilà, qui donne des résultats visuels intéressants. Cela dit, pour le contact entre plusieurs couches, on a des petits soucis de popping qui se produisent à la fin de la simulation et donc qui ont été réglés par le nouveau simulateur. Et avec le nouveau simulateur, voilà, on est 36 fois plus rapide pour des résultats visuels comparables. Alors certes, nos matériaux sont un petit peu plus mous, parce qu'avec ce genre de méthode, on a du mal à faire des vêtements très rigides. Mais voilà, on a économisé un coût de calcul vraiment gigantesque. Et là, vous allez voir une comparaison directe entre à gauche, donc les simulateurs Argus précédents, et à droite, le nouveau simulateur qui nous fait gagner 17 fois. On a voilà, une accélération d'un ratio 17 pour cette simulation, avec un effet visuel vraiment comparable entre la gauche et la droite. Donc ici, on dégrade la physique. Visuellement, on ne perd rien, enfin pas grand-chose. On verra dans la suite que quantitativement, on peut examiner en fait exactement ce qu'on a perdu. Donc ça, je vous montrerai dans la suite, dans la partie validation. Alors grâce à ce genre d'algorithme assez rapide, on peut simuler donc des vêtements assez détaillés. Ici, c'est un exemple de plus de 50 000 nœuds de maillage qui va être calculé avec des patents qui vont prendre simplement moins de 2 secondes en fait. Donc c'est quand même, bon, on n'est encore pas interactif, hein, mais on est quand même très rapide. Et je précise que voilà, cette méthode, elle n'a pas du tout été implémentée sur le GPU, hein, tout est sur le CPU, donc on pourrait accélérer encore énormément, et je pense même rendre la technique interactive en l'implémentant sur le GPU. Voilà, donc c'est intéressant, c'est que du coup, voilà, on arrive à simuler des vêtements quand même assez détaillés avec ce genre de technique, à des coûts qui restent raisonnables. Et voilà, ce genre de vêtements, on n'aurait pas du tout pu le simuler avec la technique précédente. Voilà, voilà pour les vêtements. Et donc, je vais repasser la main à David pour la partie fluide. Merci Florence. Bon, donc Florence vous a montré que si on voulait essayer d'accélérer les temps de calcul, on avait plusieurs outils à notre disposition, essayer de faire une reformulation maligne des équations, ou alors accepter de dégrader la physique pour gagner du temps de calcul. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu vidéo, c'est évidemment une option de dégrader la physique. Quand on fait de la simulation dont l'objectif est d'être prédictif, de la simulation scientifique, technique, en ingénierie, tout ça, évidemment, on n'a pas envie de trop dégrader la physique parce qu'on a envie d'être prédictif. Dans le domaine de l'animation, de l'informatique graphique, on cherche plutôt à être visuellement attrayant, quitte à éventuellement à dégrader la physique. Et dans le jeu vidéo, c'est encore une autre chose, puisque ce qu'on veut, c'est d'être temps réel, d'être interactif. Et on n'a pas forcément besoin d'être complètement prédictif. Ce qu'il faut, c'est que ce soit plausible. Ce qu'on a envie, c'est que le système réagisse d'une façon qui ne heurte pas l'intuition du joueur, mais on peut complètement se permettre de dégrader un peu de physique. Et il y a un exemple que j'ai trouvé qui est vraiment extrêmement intéressant, qui est un travail qui a été fait en 1999 par un chercheur qui était à Toronto à l'époque, qui s'appelle Jos Stam, et qui est vraiment un travail qui a fait date. Et il a proposé un algorithme qu'il a appelé Stable Fluids. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est un algorithme de résolution des équations de Navier-Stokes incompressibles qui a comme propriété d'être stable et d'être ce qu'on appelle inconditionnellement stable, c'est-à-dire quel que soit le pas de temps que vous choisissez, l'algorithme est garanti d'être stable. Et ça a été, alors en fait, historiquement, il a en fait redécouvert des choses qui avaient déjà été proposées plusieurs années avant et qui s'étaient pas vraiment vues. Et son algorithme a vraiment provoqué tout un champ de recherche nouveau dans le domaine des simulations fluides. Et donc j'ai retrouvé en fait une vidéo qui montre des démos qu'il faisait à l'époque. Donc c'était en 99-2000. Alors je crois pas que ça soit Stam sur la vidéo, mais en tout cas c'est une démo de son travail. Donc Florence, si tu lances la vidéo, en fait j'espère qu'on va voir. En fait il faisait, donc mettez-vous bien en tête, hein, on est en 99, donc à l'époque où les ordinateurs étaient évidemment pas aussi puissants que les nôtres. Et donc voilà, ils avaient une démo
interactif de fluide en 2D. Voilà, il faisait ça sur un écran tactile, et on arrivait à des comportements qui étaient complètement plausibles. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que visiblement, une des choses qu'ils avaient en tête, ou que Stam avait en tête à l'époque quand il faisait ça, c'était l'application aux jeux vidéo. En fait, bon, je vous ai coupé le son, mais là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'on peut faire des choses interactives, et donc on pourrait imaginer avoir ça dans des jeux vidéo. Donc là, il est en train de placer des petits murs, et le fluide s'adapte en temps réel au mur qu'il est en train de placer. Une chose pour les plus anciens, assez spectaculaire qu'ils avaient faite à l'époque avec cet algo, c'est qu'il a fait tourner sur un Palm Pilot, vous savez, les ancêtres des smartphones, hein, et donc voilà, il faisait tourner en temps réel un algo fluide sur un Palm. En fait, alors évidemment, il n'y a rien de gratuit, c'est-à-dire que cet algorithme-là, il faut payer ça quelque part, le fait que ça soit temps réel, et on le paye avec la précision et la façon dont ça respecte la physique. Donc, ce qu'on peut démontrer, en fait, c'est que l'algo Stable Fluids, il a comme propriété d'avoir une assez importante viscosité numérique, c'est-à-dire que le fluide que vous simulez, même si vous ne mettez pas de viscosité, en fait, l'algorithme va introduire de la viscosité numérique, et donc vous allez toujours simuler un fluide plus visqueux que ce qu'il est en réalité. Évidemment, si on cherche à faire des choses prédictives, c'est un problème. Dans une application type jeu vidéo, en fait, c'est pas très grave. La viscosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va notamment assez rapidement neutraliser les tourbillons, et notamment les tourbillons aux petites échelles. Et si on réfléchit d'un point de vue du jeu vidéo, finalement, ces propriétés-là de vorticité, aux petites échelles, etc., sont pas forcément des propriétés très intéressantes pour le jeu vidéo. Si on veut faire quelque chose d'interactif qui ait un rôle vraiment sur le gameplay, pas juste un fluide qui soit un élément de décor, qu'on veut que vraiment le joueur puisse interagir avec, finalement, des choses qui se passent détaillées aux très petites échelles, c'est pas extrêmement intéressant parce que le joueur va avoir du mal à les comprendre et à les exploiter. Donc finalement, voilà, la viscosité, simuler un fluide plus visqueux que ce qui n'est en réalité, si ça permet de faire du temps réel, c'est un compromis tout à fait acceptable pour le jeu vidéo. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on aurait pu s'imaginer que suite à cette publication de Stam, on se mette à faire plein de fluides interactifs dans les jeux vidéo, comme visiblement c'était un peu son intention à l'époque. En fait, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cet algo, il a été plutôt, en fait, plutôt l'industrie de l'informatique graphique s'en est saisie pour faire du visuel et pas pour faire tellement de l'interactif. Si tu vas sur la diapo suivante, Florence, je vous ai mis un extrait qui est une publication assez représentative qui a fait date aussi suite au travail de Stam. Alors c'est toujours Stam dans les auteurs, c'est quelques années plus tard, je crois en 2002 ou 2003, avec Ronald Fetcu qui est devenu un des leaders du domaine à l'université de Stanford. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont essayé de corriger ce problème que je vous pointais, qui est le fait qu'on perde certaines propriétés de physique et de vorticité aux petites échelles. Et ça pose un problème, par exemple, quand on veut faire des simulations de fumée. La fumée, si on veut que visuellement ça soit beau, on a besoin de tous ces petits tourbillons, toute cette vorticité, etc. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé sur comment est-ce qu'on pouvait améliorer l'algorithme Stable Fluid pour retrouver ces propriétés de vorticité aux petites échelles, etc. Et donc, ils ont mis au point une technique qui est très utilisée depuis, qui s'appelle Vorticity Confinement, qui consiste en gros à réinjecter un peu artificiellement de la vorticité pour ne pas que la diffusion numérique tue les petites turbulences. Et donc voilà, c'est un article qui a été extrêmement cité et qui a donné lieu derrière à tout un tas de recherches. Il y a énormément de littérature sur le sujet ensuite pour voilà, encore améliorer les choses. Et en fait, ce qui est étonnant quand on regarde ça aujourd'hui, c'est que finalement, on avait cet algorithme qui aurait pu donner lieu à des utilisations interactives temps réel dans le jeu vidéo, et finalement, il semblerait que d'un point de vue de la recherche, en tout cas, l'essentiel du travail ait été fait plutôt du côté redonner de la fidélité visuelle, quitte à sacrifier les temps de calcul. Ce que vous voyez, je vous ai mis une petite image extraite du papier ici, vous pouvez lire en bas, la simulation c'est 1 seconde par frame, donc voilà, on n'est clairement pas sur des choses qui sont acceptables pour faire du temps réel interactif dans le jeu vidéo. Donc voilà, je trouve l'exemple de Stable Fluids historiquement est assez intéressant pour cette raison, c'est-à-dire qu'il montre d'une certaine manière un peu la voie qu'on pourrait prendre, sacrifier certains aspects physiques qui ne sont pas très importants pour le gameplay, et finalement on se rend compte que les chemins qui ont été suivis sont plutôt des chemins qui ont encore une fois poussé vers les aspects de fidélité visuelle, quitte à perdre la propriété interactive et temps réel. Voilà, et je vais repasser la main à Florence. Merci David. Alors, dans cette troisième partie, je voulais évoquer en fait deux pistes de réflexion.
avec vous, qu'on a mené ou qu'on est en train de mener en fait dans mon équipe. L'une concerne le contrôle de la simulation et le design inverse de la simulation, avec potentiellement peut-être des applications en jeux vidéo. Et la deuxième piste concerne l'évaluation, la validation des modèles, pour essayer de quantifier un petit peu qu'est-ce qu'on perd quand on dégrade la physique par rapport à un modèle qui serait, disons, un modèle de référence. Alors, en termes de prêt inverse, donc c'est des questions que je me suis posées en fait, voilà, il y a 8 ans, 7-8 ans. L'idée, c'était, est-ce qu'on pourrait avoir un moyen simple de dessiner en fait, de concevoir des objets tels qu'on les voit, donc sous l'effet de la gravité, des forces extérieures, et que finalement, de façon implicite, disons les équations de la physique soient résolues pour que ce qu'on dessine à l'écran, ce soit exactement la forme d'équilibre de l'objet. Donc ici, vous allez avoir un exemple. L'utilisateur va dessiner voilà, cette clé de sol, qui est un objet qui est encastré en fait, sous la gravité. Après quelques petites manips en fait, assez rapides, on va convertir cet objet en un objet physique, voilà, dont la forme à l'équilibre stable correspond à ce que l'utilisateur a dessiné. Et là, on est dans la champ de la gravité. D'accord. Alors, cette piste de recherche nous a mené à un certain nombre de travaux sur le sujet, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes en fait, à creuser autour du design, notamment, voilà, quid de l'existence, de l'unicité de la solution inverse. Donc, par exemple, ici, votre objectif, ça serait d'avoir une forme à l'équilibre stable qui est cette forme d'hélice circulaire parfaite. Est-ce qu'il y a une forme, et qu'il existe toujours une forme naturelle pour la tige de façon à atteindre cet équilibre? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est unique, etc. Et ce qu'on a montré, en fait, c'est que oui, il y a toujours existence d'une forme naturelle. Et en fait, si vous fixez les paramètres matériaux du système, c'est-à-dire la masse et la raideur, en fait, cette forme, elle est unique. C'est la forme qu'on a dessinée en bleu ici. Par exemple, là, on a choisi certains paramètres matériaux de masse et de raideur. Et une fois que vous avez fixé ces paramètres matériaux, vous avez une unique forme naturelle qui fait que quand vous la lâchez sous la gravité, ce que là, vous allez voir ici, eh bien, elle atteint l'équilibre que vous avez choisi. Voilà. Donc, on a fait un certain nombre de travaux autour de ça. Et puis, rétrospectivement, voilà, en préparant cet exposé avec David, je me suis souvenu qu'à l'époque, on travaille sur la 2 dimensions. Donc, mon étudiant Alexandre Doré-Jourdan avait conçu en fait un petit jeu vidéo dont le gameplay reposait complètement sur la physique d'une tige courbée naturellement. Je vais vous montrer justement ce petit jeu vidéo qu'il avait conçu. Donc l'idée, c'était d'essayer en fait de faire traverser un petit personnage voilà, qu'il avait appelé Indy pour qu'il traverse au-dessus d'un ravin. Donc voilà, ce personnage est à droite. L'utilisateur peut dessiner une corde et en tirant dessus, en fait, le personnage va générer une énergie de flexion à la tige qui va lui permettre de sauter par-dessus le ravin. Et en fonction de la forme qu'on dessine, eh ben, évidemment, cette énergie n'est pas la même. Alors la forme qu'on dessine, en plus, elle est sous gravité, hein, donc on n'a pas accès à la forme naturelle de la tige. Elle est implicite. Et donc là, par exemple, on a mis un petit peu trop d'énergie, donc l'utilisateur est parti dans le décor. Et puis voilà, là, par exemple, il est arrivé à sauter. Donc c'était un petit exemple assez amusant qui permettait d'illustrer en fait voilà, ce que c'est que l'énergie de flexion d'une tige et comment l'utilisateur peut interagir avec cela pour, voilà, pour créer un petit jeu en vidéo assez rigolo. Donc ça, c'était pour la partie inverse. Maintenant, un thème que je voudrais aborder, qui me tient assez à cœur en ce moment, c'est un projet qu'on a commencé il y a quelques années et on commence à avoir des résultats sur ce sujet-là. C'est comment valider en fait les modèles numériques qui sont conçus en graphique, sachant que c'est un problème ouvert, hein, que ce soit pour le jeu vidéo, mais aussi pour le film. Tous les modèles qui sont aujourd'hui
créés en informatique graphique, on a beaucoup de mal à les valider. Il y a très peu de validation quantitative, hein, donc même voilà, quand on fait de la simulation réaliste. Il y a plusieurs raisons au fait qu'il y a très peu de validation quantitative. La première raison, c'est que ce soit pour le jeu vidéo ou même pour le film, la fidélité à la réalité n'est pas le seul critère. Et notamment pour le film d'animation, le film à effets spéciaux, l'œil du directeur artistique est très important. Vous pouvez très bien produire une simulation qui en fait reproduit parfaitement la réalité à l'échelle d'observation et que ça ne satisfasse pas l'œil du directeur artistique, donc il faille refaire autre chose. Donc c'est vraiment voilà, l'artiste qui a en général le dernier mot sur la qualité d'une simulation et pas du tout la physique. Ensuite, vous avez des questions de scénario, de gameplay qui vont aussi évidemment rentrer dans les critères d'évaluation. Donc c'est voilà, compliqué en fonction de l'application qu'on vise. La fidélité ne peut être qu'un seul critère, qui n'est d'ailleurs ni suffisant ni nécessaire. Ensuite, une autre raison, c'est qu'en fait, il y a la communauté graphique, comme je vous l'ai dit, c'est une communauté d'informaticiens. Et il y a très peu de gens qui ont une expertise en physique, et notamment en physique expérimentale. Donc très peu de connaissances en technique de validation, tout simplement. Et puis finalement, même si on voulait en fait essayer de valider quantitativement, donc à la physicienne, avec de la comparaison expérimentale des scénarios graphiques, ça serait vraiment très difficile. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on puisse faire, mais à l'heure d'aujourd'hui, personne ne sait faire ça, puisque les scénarios d'intérêt pour le graphique sont des scénarios qui sont intégrés, hein, c'est pas juste une tige en 2D, c'est une chevelure complète sous le vent, ça va être un vêtement complet qui tournoie, et ces objets-là, qui sont beaucoup trop complexes pour être validés de façon classique, comme on sait le faire aujourd'hui pour des systèmes plus élémentaires. Alors malgré toutes ces difficultés, la question c'est est-ce qu'on peut tout de même arriver à développer une méthodologie qui puisse quantifier le réalisme physique d'une simulation. Alors bien sûr qu'on ne va pas se baser sur des simulations aussi complexes que les images que je vous montre ici, mais bon, est-ce qu'on peut quand même commencer avec des simulations tout de même d'objets non linéaires avec du contact frottant? Est-ce qu'on peut arriver à valider des simulations qui représentent ces phénomènes-là? Alors, la validation traditionnelle, elle se fait de cette façon-ci. Donc, vous avez un phénomène donc réel à gauche, que les physiciens vont se charger d'observer, de modéliser, donc de traduire en équations, en général des équations continues, des équations différentielles, avec des conditions aux limites, etc. Une fois que le modèle est établi, on va voir ce qu'on appelle une phase de validation physique, hein. On va confronter ce modèle mathématique à l'expérimental, et puis on va pouvoir raffiner ainsi les équations. Ensuite, une fois que ce modèle continu est établi, finalement c'est un peu à la charge des numériciens de se baser sur ces équations et de faire ce qu'on appelle de la vérification numérique, où on va venir voilà, on va donc à partir de la discrétisation produire un simulateur qu'on va vérifier. Donc on va regarder s'il y a bien la convergence, faire les équations en continu, si on n'a pas de verrouillage numérique, etc. Mais disons que traditionnellement, on sépare bien la tâche du physicien en amont, qui a une tâche de modélisation, de validation, et la tâche du numéricien, qui est une tâche de discrétisation et de vérification numérique, dans laquelle finalement on questionne plus trop le modèle physique. Ce pipeline, en fait, il n'est pas vraiment... c'est pas du tout celui qui est suivi en fait en informatique graphique. Parce que les gens en informatique graphique, ils aiment bien modéliser directement la réalité, mais de façon discrète. C'est des informaticiens, donc ils pensent de manière binaire. Et finalement, la transition via un modèle continu, etc., elle se fait. Hein. Je ne dis pas qu'elle se fait jamais, mais souvent, en fait, les gens, directement, ils vont modéliser par des énergies discrètes, etc., la réalité. Et en suivant pas du tout ce pipeline, tout va être mélangé, la physique, le numérique, tout va être en fait un peu mélangé. Et du coup, on ne peut pas dire qu'un modèle va se baser sur ces équations-là qui ont été validées. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est valider entièrement, donc physiquement,
le modèle numérique, puisque le modèle numérique en lui-même va intégrer toute la chaîne que vous voyez ici, la numérique et la physique. Donc, ça reste vraiment pertinent de valider la physique du modèle numérique qui a été conçu. Et du coup, dans cet objectif, on a donc essayé de concevoir une nouvelle méthodologie de validation physique des modèles numériques conçus soit en informatique graphique, mais en fait aussi en mécanique. Hein. C'est une méthodologie qui peut s'appliquer à n'importe quel code. Et ce travail a été mené dans le cadre d'un groupe vraiment pluridisciplinaire de recherche, hein, avec tous mes doctorants et puis postdoctorants et puis 2 collègues de mécanique, Arnaud Lazarus et Sébastien Neukirch, avec donc mon postdoctorant Victor Romero qui est un physicien expérimentateur et puis mes 3 doctorants, Michaëli Haroun-Rachid et Raphaël Charondière, qui sont eux informaticiens, mathématiciens. Notre objectif, c'était de valider en fait et puis aussi de comparer différents simulateurs pour les tiges, les plaques et les contacts flottants. On a comparé 15 codes assez connus en fait du computer graphics, c'est les plus connus, on a choisi. Et on a pris 2 codes de mécanique de référence, avec l'un des 2 codes étant Abaqus, hein, pour ceux qui connaissent, qui est quand même un code très très utilisé en ingénierie, qui est un code fermé, mais très utilisé. Tous les autres codes qu'on a utilisés sont des codes ouverts et dont le code source est disponible. L'idée, c'était notre idée, en fait, ça a été d'utiliser comme moyen de comparaison de validation les lois d'échelle adimensionnées qui sont souvent utilisées et développées pour faire de la mesure en physique. Et notamment, on a utilisé ou revisité en fait 4 protocoles différents. Le protocole de ce qu'on appelle la poutre console, mais de la version adimensionnée. Un protocole de flexion-torsion qui avait été mis en place par Miller et al. À PRL en 2014. Un nouveau protocole qu'on a mis en place de flambage latéral. Et puis un protocole de stick slip, donc pour le contact frottant, qui avait été mis en place assez récemment par des collègues de physique à PRL. Et puis en fait, notre méthodologie, voilà, on a mis en place une mesure de succès très simple, binaire. Hein. Soit on a le code réussit à être validé, soit on n'arrive pas, soit on considère que le modèle n'est pas réaliste. Alors comment est-ce qu'on compare en fait des codes? L'intérêt de tous ces protocoles, ces 4 protocoles dont je viens de vous parler, c'est qu'ils produisent en fait, enfin ils sont caractérisés par disons une courbe sur laquelle on a les mesures qui vont toutes venir s'agglomérer. Et selon qu'on arrive ou pas à reproduire cette courbe, avec les simulateurs, on va considérer que le simulateur est bon ou pas bon. Alors, je vais détailler un peu ces protocoles de test. Donc ça, c'est le protocole de test de la poutre console. Donc dans ce scénario, en fait, on a comme variable intéressante la raideur de la tige, sa longueur, sa masse, et puis la gravité. Et en fait, on peut arriver à combiner tous ces paramètres en un seul paramètre adimensionné, qui est ce paramètre gamma, qui correspond en fait à voilà, le ratio entre la masse et la raideur, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous tracez maintenant l'aspect d'échelle, je suis désolée, je ne sais plus comment on dit en français, mais l'aspect ratio de la tige en fonction de ce paramètre gamma, vous avez une courbe en fait qui est monotone, croissante, qui est cette courbe noire, d'accord. Et voilà, donc vous avez une relation complètement bijective entre ces 2 paramètres adimensionnés. Ici, vous avez des résultats expérimentaux que l'on a produits, à la fois sur des tiges et sur des rubans. Et voilà, qu'on prenne des rubans, des tiges, etc., on arrive à avoir toutes les mesures qui s'agglomèrent sur cette courbe noire qu'on appelle la courbe maîtresse. Maintenant, pour valider un simulateur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer plusieurs simulations en faisant varier ce paramètre gamma. Et voilà, si les points s'agglomèrent bien sur la courbe maîtresse, vous pouvez considérer que votre modèle est valide. Si ça n'est pas le cas, votre modèle n'est pas certifié. Ensuite, le deuxième protocole
en fait, il est très semblable, hein, c'est une extension à cette bout de console en 3 dimensions. Maintenant, on a intégré un nouveau paramètre qui est la courbure naturelle de la tige, et qui va donc nous produire un nouveau paramètre adimensionné en plus du gamma, qui va être ce phi, qui va être en fait la longueur de la tige multipliée par cette courbure naturelle, ce qui va correspondre en fait au nombre de tours de la tige par unité de longueur. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que si vous tracez plus ou moins ce phi par rapport au gamma, et en fait, vous allez avoir une courbe maîtresse qui va séparer 2 régimes. Un régime où on est en 2D, en orange, et quand on va croiser la courbe, on va passer en 3D. D'accord? Donc ça, c'est la combinaison des résultats expérimentaux de Miller, donc ça, c'est les petits cercles orange et bleu, combinés à nos propres résultats expérimentaux en les grands cercles, les grands disques bleus et orange. Et on voit que, voilà, qu'on arrive expérimentalement à bien retrouver en fait cette courbe théorique. Et puis là, donc, quand vous allez faire des tests par simulation, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez tracer des lignes, vous allez quadriller en fait tout cet espace-là. Ici, on a pris l'exemple d'une seule ligne, où vous allez donc faire varier gamma. Donc, par exemple, ici, on fait varier la longueur de la tige. On commence en 2D, on va se déplier en 3D, et au bout d'un certain moment, paf, on va repasser en 2D. Donc là, vous avez un exemple où ça a marché très bien pour cette ligne-là. D'accord ? Troisième protocole, c'est encore une extension de la peau de console, mais cette fois-ci pour une plaque, hein, qui va en fait tomber latéralement d'un côté, en fonction de son poids, de sa longueur, etc. Et là, donc en fait, les paramètres intéressants, moi, je les ai loupés, non, ils ne sont pas marqués, c'est en fait la largeur de la tige par rapport à sa longueur, et puis toujours ce paramètre gamma qui correspond à ce poids divisé par la raideur. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous augmentez le gamma, en fait, la plaque va tomber d'un côté ou de l'autre. Il va croiser cette courbe maîtresse qui est quasiment linéaire en fonction de ce rapport entre la largeur de la tige par rapport à sa longueur. Là, ce sont nos résultats expérimentaux qui collent à peu près bien avec la théorie. Bon, pas parfaitement, mais c'est en fait très difficile, hein, parce que là, on est en train de calculer un seuil de flambage, mais voilà, ça colle quand même à peu près bien. Et en simulation, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va tracer des colonnes, on va faire varier le gamma, et puis voilà, quand on va croiser cette courbe théorique, eh bien, on s'attend à ce que le simulateur bascule d'un côté ou de l'autre. Et on va quadriller à nouveau tout l'espace pour remplir tout le diagramme. Donc je vais vous présenter quelques résultats, je ne vais pas vous présenter tous les résultats de notre étude, mais une sélection de ces résultats-là. Ah oui, pardon, j'ai oublié, il y avait encore un protocole, c'est le protocole de SIXLIP de Sano. Donc ici, en fait, l'idée, c'est de faire plier un ruban en manipulant son encastrement sur un substrat ici qui a un certain coefficient de frottement avec le ruban. Et en fait, on a une courbe pour cette expérience-là, donc on fait varier la position d'encastrement par rapport au coefficient de frottement mu ici. On a encore une fois une courbe maîtresse bien nette, là, bien monotone, qui va séparer deux régimes. Un régime où en fait on va être en régime de stick, d'adhérence, et un régime où on va être en glissement. D'accord ? Donc ici, vous avez l'exemple d'un ruban qui va commencer par adhérer, et puis quand on va croiser la courbe maîtresse, eh ben, il va se mettre à glisser sur le substrat. En simulation, eh bien, ce que vous allez faire, c'est reproduire cette expérience-là. Vous allez avoir des tiges qui vont se mettre à glisser assez tôt ici, parce qu'elles sont faibles, et puis là, la deuxième tige va se mettre à glisser un petit peu plus tard. Ici, on a un succès pour les deux, puisqu'elles se mettent à glisser exactement au moment où on s'attend à ce qu'elles le fassent. Donc évidemment, ces lignes-là, on va devoir les faire pour tout le diagramme. On va devoir quadriller tout l'espace ici. Voilà, alors voici en fait tous nos résultats là, mais c'est pas la peine de tout lire. En fait, je vais faire le focus sur quelques petites choses. Ce qui est intéressant. C'est Raphaël, là, si tu veux du temps pour les questions et les démos, il ouais. faut pas trop traîner. Ouais, d'accord. Donc juste, ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer qu'en bleu, on a les simulateurs de graphique, en orange, les simulateurs de mécanique. Et en fait, on voit qu'on a du hockey et du chaos un peu partout. Donc c'est pas que les simulateurs graphiques sont pas tous en rouge, les simulateurs mécaniques sont pas tous en vert, voilà. Je voulais faire un petit focus sur le bend twist et le stick slip. Donc ça, c'est le modèle dont je vous ai parlé au début, qui est le modèle super hélice, en fait, qui est en fait parfaitement validé.
vous voyez que le diagramme, on a réussi à le remplir de manière parfaite, en fait. Alors certes, pas avec 5 éléments, hein, en poussant la résolution. Je crois qu'ici, on a dû utiliser 30 éléments pour la tige pour arriver à remplir le diagramme. Ici, c'est pour un autre modèle qu'on a conçu par la suite. Ici, c'est un autre modèle de discrète très connu en graphique qui marche aussi très bien. Et vous voyez que le modèle, par exemple, de Abacus, on n'est pas arrivé en fait à produire des lignes correctes près de la frontière de la courbe ou au sommet du diagramme. En fait, c'est des cas très difficiles. On a des courbes très bouclées, très longues ici. Et pour le scénario du stick slip, là, pour le coup, Abacus fonctionne très bien. Ce que je voulais vous montrer, c'est la différence entre les deux modèles dont j'ai parlé tout à l'heure. Le modèle d'Argus qui était a priori plus réaliste, et en fait c'est confirmé ici. On a une courbe qui est assez bonne en fait. C'est pas parfait, mais on a bien le régime du stick qui est respecté, le régime du slip aussi. Et par contre, pour l'algorithme qu'on avait accéléré, eh bien, on voit que ce qu'on a perdu. C'est-à-dire que pour des coefficients de frottement un petit peu importants, on n'arrive plus à avoir la transition stick-slip. On a uniquement de l'adhérence pour ces régimes-là. Voilà, donc c'était sur la partie validation. Je rends la parole à David. Oui, je vais faire juste une petite conclusion là-dessus. Merci Florence. Donc Florence nous a montré plein de résultats qui permettaient de voir à quel point on s'éloignait de la réalité physique. Alors en guise de conclusion, moi je voulais juste lancer une sorte de petit défi, de petit rêve pour la suite peut-être. C'est que je vous ai parlé d'un peu de mon désarroi quand je suis arrivé dans l'industrie du jeu vidéo et que j'ai compris que ce qu'on appelait la physique, c'était pas du tout la physique au sens où moi je l'entendais, et où finalement tous ces domaines de la physique, ils étaient absents des jeux, ou en tout cas pas d'une façon qui soit interactive et qui soit un élément du gameplay. Et on a vu qu'il existe des moyens, en sacrifiant la physique, en trouvant des techniques malines, d'arriver à des simulations qui peuvent être plus stables et qui permettrait peut-être de s'approcher de choses qui soient en réel, tout en ayant une bonne compréhension de ce qu'on sacrifie de la physique en faisant ça. Et donc voilà, moi, mon rêve pour les prochaines années, ça serait de voir qu'on puisse développer peut-être des programmes de recherche à l'interface du jeu vidéo et de la science qui permettent d'aller vers ce genre de choses, vers des vrais gameplays interactifs basés sur des modélisations physiques de tous ces domaines-là et plus seulement de la physique newtonienne. Donc voilà. Bien, merci à vous deux, merci David, merci Florence. On a pas mal de questions. Paul, je te laisse le soin de les relayer. Très bien, oui, merci pour la présentation. Ça me rend impatient de voir les démos que vous allez faire dans quelques minutes. Du coup, on n'a pas mal de questions, on ne pourra pas toutes les poser, on en a sélectionné quelques-unes. Donc, pour rebondir un peu à ta dernière question, en fait, David, il y a Corentin Houpert qui demande, est-ce qu'il y a des équipes qui travaillent sur l'apport des jeux vidéo aux sciences chez Ubisoft? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites chez Ubisoft à ce propos? Alors donc dans l'autre sens, si je comprends bien la question, c'est-à-dire comment le jeu vidéo peut aider la science. C'est des choses qu'on regarde. On a de façon générale une équipe qui travaille sur les mécanismes d'apprentissage dans le jeu vidéo. Mais si on parle spécifiquement du cas, le jeu vidéo permet d'aider la découverte scientifique. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose de concret. Moi, à titre personnel, c'est un domaine auquel je ne crois pas trop. Je pense qu'il y a les cas, tout le monde essaye de refaire le coup de Foldit, mais je crois que, d'ailleurs, on a vu que Foldit, je pense, se fait plier par AlphaFold maintenant. Ouais. Voilà, mon intuition, c'est que les cas où effectivement des joueurs qui ne sont pas des experts peuvent apporter un truc à la science, qu'une IA, en battant aussi une IA, je pense que le nombre de cas d'application est très très réduit. Je demande qu'à me tromper, mais voilà, c'est mon intuition. D'accord. Du coup, une autre question de Yann. Alors, il pose comme question, quand on parle de la physique dans les jeux vidéo, pensez-vous que les joueurs apprennent des choses sur la physique, ou bien est-ce uniquement un outil visant à rendre les jeux réalistes? Les joueurs apprennent-ils quelque chose sur le réel ou sur la physique? Donc, globalement, est-ce qu'en jouant, toute cette intégration de la physique au sens large dans les jeux, est-ce que c'est juste pour des effets graphiques en fait qui sont agréables à l'œil, ou est-ce qu'on vraiment on a un intérêt pédagogique? Est-ce qu'on apprend des choses avec?
Alors, donc un truc important, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a déjà des choses qui sont mises pour des effets graphiques. On a des simulations fluides qui sont pas interactives, mais qui sont jolies. Moi, ma conviction, c'est qu'à partir du moment où on va intégrer ces choses-là dans le gameplay, les joueurs vont apprendre à s'en servir. Aujourd'hui, on a essentiellement que la physique newtonienne, mais pour prendre un exemple sur lequel ça fonctionne bien, donc il y a ce jeu qui s'appelle Kerbal Space Program, où on simule, on lance des fusées. Et en fait, c'est un jeu où en fait, par essai-erreur, on finit par apprendre des rudiments de la mécanique du vol spatial, l'aérodynamique, des choses comme ça. Et donc, oui, moi, j'espère que ça sera comment dire, un effet secondaire positif de ça. C'est-à-dire à partir du moment où on va intégrer des éléments de physique dans le gameplay, physique au sens large, et où ce ne sera pas trop éloigné de la vraie réalité physique, ça permettra aux joueurs effectivement d'appréhender un peu mieux certains phénomènes. D'accord. Une autre question, peut-être un peu plus pour Florence. C'est à propos d'intelligence artificielle qu'on a très rapidement évoqué. On a une question de Monsieur Le Cerveau. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à faire des modèles physiques simplifiés et temps réel, mais réalistes pour le joueur? Voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà recherché Oui, bien dans sûr, votre il y a rôle? beaucoup de travaux là-dessus. Alors moi, personnellement, c'est pas du coup, c'est la voie que j'ai suivie, mais oui, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur cela. Sachant que voilà, ce qui va vous permettre l'intelligence artificielle, c'est après avoir appris en fait sur des simulations à haute résolution, donc passer un temps quand même assez conséquent d'apprentissage, va pouvoir vous permettre de vous balader dans l'espace et d'interpoler, voilà. Donc ce que vous allez perdre par rapport à une simulation physique, c'est bon, l'aspect prédictif, mais ça, à la limite, pour le jeu vidéo, c'est pas très important. Mais c'est plus, vous allez être contraint à vous balader dans un espace interpolé. Mais bon, ça peut être déjà assez riche. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui font de la simulation fluide complètement temps réel à base d'apprentissage, oui, oui. Il y a peut-être plus de problèmes de stabilité si on est moins prédictif dans ce cas-là? Ah non, 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 parce Non. que vous allez baser sur des simulations qui seront stables parce qu'elles auront été faites avec le coût de calcul nécessaire. Non, ça va plus être des problèmes peut-être d'interaction avec l'utilisateur qui seront peut-être pas les plus pertinentes, hein. Vous allez interagir, donc le réseau va vous sortir en fait la solution qui pense être la mieux, mais qui va être interpolée entre plusieurs calculs faits, donc ce qui n'est pas forcément proche de ce qu'attendrait l'utilisateur. D'accord. Ok, donc c'est une voie de recherche qu'on peut explorer, mais que vous n'avez pas trop exploré dans votre équipe de recherche, quoi. Non, non, parce que moi j'aime bien la modélisation. C'est vrai que c'est un peu, disons, c'est vraiment contraire à la modélisation physique. C'est vraiment une voie très différente. Ouais. On renonce à faire de la physique quand on fait de l'intelligence artificielle. C'est de l'informatique et donc Ah oui, on fait c'est plus un peu une boîte on noire. on fait Ouais. plus de modélisation. Donc c'est une voie que je respecte tout à fait, mais c'est vrai que c'est plus de la modélisation physique. C'est autre chose. Très bien. Une autre question, j'ai pas noté qui l'a posée. Tout simplement, les studios de jeux vidéo utilisent-ils la physique pour générer des fichiers d'animation fixes sans avoir à induire de calculs physiques dans le jeu? Donc là, on a parlé dans le jeu vidéo, il faut arriver à faire des calculs en temps réel pour que ce soit vraiment réaliste. Mais sinon, on peut aussi faire des précalculs, voir ce que ça donne et essayer d'après de piocher dans ces séries d'animations laquelle correspond le mieux à la. Donc j'imagine que ça, c'est la chose la plus courante qu'on fait. Oui, ça c'est parfaitement Ouais. faisable, hein. Des logiciels comme Maya ou Houdini, je pense, etc. ont des modules qui permettent de générer des animations qui, pour le coup, sont des trucs qui sont très 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 chouettes, très réalistes, mais qui sont du coup pas faites en temps réel et donc peuvent pas être de l'interactivité. C'est juste du décor. Le joueur s'approche d'une flamme, la flamme danse d'une façon qui est réaliste, mais on peut pas forcément l'utiliser comme un élément interactif et donc comme un élément de gameplay. D'accord. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Ah oui, il y avait une question sur les GPU que je dois juste retrouver un petit instant. Alors, un spectateur anonyme qui dit: ces calculs sont souvent lourds. Est-ce qu'on a testé de nouveaux matériels chez AMD, les nouvelles consoles? Les calculs sur les GPU sont-ils accessibles et courants aujourd'hui? Les outils framework sont-ils assez abordables à utiliser ou demandent-ils beaucoup de travail? Donc, en fait, on n'a pas trop parlé de l'implémentation aujourd'hui, mais est-ce que c'est plutôt des implémentations CPU? Est-ce que les GPU j'imagine que ça a aidé à faire beaucoup de progrès aujourd'hui grâce aux calculs parallèles?
Voilà, Alors, qu'est-ce bah, qu'on peut attendre du GPU, ouais. Si la question est pour le jeu vidéo, aujourd'hui, quand on veut faire des calculs de physique, c'est quand même majoritairement du CPU. Le GPU, D'accord. c'est un peu domaine réservé du graphisme, et comme le graphisme, c'est le truc intouchable, en fait, j'essaye de négocier personnellement pour avoir du temps de GPU, mais voilà, ça veut dire sacrifier le graphisme. Je sais pas, Florence, toi, dans le domaine des simus et des publis, si vous faites des trucs sur GPU des fois? Alors, nous non, mais c'est vrai que bon, la méthode dont j'ai parlé, la méthode parallèle là, d'accélération de calcul de vêtements, c'est une méthode, nous on a intégré le contact frottant là-dedans, mais cette méthode-là qui s'appelle Projective Dynamics, a été très, très populaire en graphique. Il y a des gens, d'ailleurs dans le domaine du jeu vidéo, je crois, qui l'ont implémenté sous GPU parce que c'est une méthode qui est parallèle et qui arrive à des temps de calcul, oui, interactifs, voire temps réel. Donc c'est pour ça que je disais dans ma présentation que nous, ce qu'on a rajouté en termes de contact frottant, ça rajoute en fait très peu au niveau coût à l'algorithme. L'algorithme reste parallèle, donc c'est un algorithme, oui, qui pour moi est abordable pour le jeu, parce qu'il a cette structure qui est parallèle à la base, oui. D'accord, je ne connaissais pas cette distinction un peu entre CPU, ça permet de faire des modélisations physiques, et le GPU, c'est plus pour le graphisme, en fait, et tout ce qui est... Non, Enfin, c'est alors nous, simplifié, hein, bien le sûr, mais... CPU, c'est simplement pour des commodités d'implémentation. Nous, on implémente un prototype en recherche, on ne va pas jusqu'au développement d'un produit. Ok. Ce que je dis juste, c'est que dès que vous avez une algorithmique qui est parallèle, rien ne vous empêche de le porter sur GPU et que vous allez profiter du coup du GPU pour accélérer énormément le temps de calcul par rapport au CPU. Alors peut-être qu'il y a d'autres contraintes qui vont se rajouter, effectivement, Ouais. mais voilà. Et ça marche bien sur, enfin, il y a tout un tas de problèmes d'équadif simulés en temps explicite. Enfin, moi, la première fois que j'ai fait une diffusion de la chaleur sur GPU, j'ai été bluffé par le gain de temps de calcul, quoi. C'est monstrueux. Donc ça Ah ouais. marche très très bien. Ouais. D'accord, très bien. L'heure avance, donc je pense qu'on va arrêter là pour les questions.